Michel Onfray, on est très loin de votre Normandie. Vous avez fait le choix il y a longtemps de ne pas vous installer à Paris. Et je dirais que ça relève presque du choix philosophique dans votre cas. Oui, la question s'est même à peine posée. Enfin, je veux dire qu'à l'époque, mon éditeur m'avait dit qu'il fallait venir à Paris, changer de femme, changer de métier, changer de ville, pour faire carrière. Je dis, moi, j'ai pas envie de faire carrière, j'ai envie de faire des livres. On m'a dit, vous ne ferez pas carrière. Je dis, mais c'est pas grave. Et on m'avait dit, ma vie, alors. Oui, on m'avait dit, on vous y présentera les gens utiles et nécessaires, les journalistes. J'avais pas du tout envie de ça. Et de fait, je peux pas dire que j'ai fait le choix de rester en province, parce que finalement, ça me paraissait une évidence. J'y suis né, j'y vis, ça fait 10 siècles que la famille Onfray s'y trouve. Et ma vie était là-bas, quoi. Alors j'y viens ici à Paris pour des raisons de travail, parce que tout s'y passe. Quand on doit prendre l'avion, le TGV, il faut passer par Paris. Quand il y a une télé, une radio, il faut passer par Paris. L'éditeur, c'est Paris. Donc j'y viens, mais sans grande conviction. Mais nous avions cette discussion alors qu'on marchait tout à l'heure. Paris aussi, c'est à bien des égards un environnement qui peut être pathogène. Ah oui, je le pense. Je le pense vraiment. C'est-à-dire que l'édition française, c'est quoi? C'est une cinquantaine de personnes, quoi. Enfin, vous avez des journalistes, les éditeurs... Qui tous vivent à 200 mètres d'ici. Dans ce quartier, là, entre Flore et Demago, en fait. Et j'ai pas du tout envie de voir ces gens-là et de les côtoyer. J'ai plutôt envie de connaître bien mieux mon charcutier, mon poissonnier, mon boulanger, des copains ou des amis de l'endroit où je vis et où je travaille. J'ai pas envie de parler philo, j'ai pas envie de... La vie est ailleurs que dans la discussion technique sur les textes philosophiques. Donc les gens qui m'intéressent ne sont pas à Paris. C'est en Basse-Normandie, dans son petit village natal de Chambois, auquel il est toujours très attaché, que nous sommes allés à la rencontre du philosophe Michel Onfray. Impossible de passer à côté de la biographie de l'homme si on veut en comprendre la philosophie. Une philosophie qui n'a rien d'un projet théorique, qui s'incarne au contraire dans une pratique, une éthique, et se veut hédoniste, un mot dont le sens est trop souvent dévoyé. Sa vie, certains de ses secrets, il les livre au compte-gouttes dans la préface de tous ses essais importants. Ses passions gourmandes, la mort vue de très près, un séjour traumatisant à l'orphelinat, le travail à l'usine, tout est matière à philosophie. La quête de liberté est au cœur de son itinéraire, il est sans Dieu ni maître. Son traité d'athéologie, vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, le rend incontournable, mais aussi agaçant pour plusieurs. Un destin improbable pour un enfant de famille très modeste, élevé à l'ombre de l'église de son village. Alors Michel, s'il y avait un ground zero de votre existence, on serait pas mal ici, hein? Ah oui, c'est là, parce qu'il y a une étrange configuration géographique, puisque la maison de mes parents est juste là, entre deux, ouais. Et il y a un château fort du XIIe siècle et une église, c'est-à-dire entre le pouvoir et l'église. Donc de fait, à mi-chemin du château et à mi-chemin de l'église, il y avait matière à réfléchir. Et puis il y avait le troisième point qui nous fait donc un espace avec l'usine, c'est-à-dire le travail, Dieu et le pouvoir. Une espèce de trifonctionnalité avec la maison de mes parents. Au confluent de ce que seront vos préoccupations plus tard. Oui, effectivement, puisqu'il y aura traité d'athéologie pour ça, politique du rebelle pour l'autre espace. Non, de fait, il y a une espèce d'option libertaire chez moi qui s'est enracinée là, avec en plus de ça un fond païen un peu. C'est-à-dire que moi j'ai eu une enfance assez heureuse jusqu'à l'âge de 10 ans où pour ça je suis allé dans un orphelinat, c'était un petit peu plus compliqué, mais j'ai eu une enfance virgilienne, moi c'était vraiment comme à l'époque de Virgile, les géorgiques, c'est-à-dire le parfum des saisons, l'odeur de la terre, le bruit que feront les abeilles ou les mouches, l'eau dans laquelle on va pêcher des truites. Tout ça, ça a été très joyeux, très heureux, très simple, et avec une scansion qui était celle du temps. L'enfance bucolique est brutalement stoppée à l'âge de 10 ans. Sa mère, élevée dans la misère d'un orphelinat, décide de le placer chez les Pères salésiens. Un choc. Dans sa préface à La puissance d'exister, Onfray écrit « En septembre 69, je fus conduit dans cet orphelinat qui se nomme Giel, un mélange de gel et de fiel. Certes, on y accueillait des enfants ayant encore leurs parents, mais l'endroit fut conçu au 19e siècle comme un lieu pour les seuls orphelins.
Giel fut pour ma mère l'occasion de troquer sa position d'abandonnée pour celle d'abandonneuse. L'orphelinat, c'est aussi la peur, la découverte de la cruauté qu'il décrit dans La puissance d'exister. Non, j'ai pas été abusé sexuellement et c'est tant mieux, mais ceci dit, je me suis trouvé dans la peau de quelqu'un qui craignait de l'être. Pendant 4 ans, on craint d'être abusé sexuellement. Fort heureusement, je ne l'ai pas été. Donc, toutes ces choses-là ont existé. Je les raconte et on me dit, quelle violence, vous êtes violent. J'ai dit, mais attendez, le miroir n'est pas violent, qui renvoie l'image de quelqu'un de laid. La laideur, si elle existe, elle existe. Onfray passera 4 années à Giel, 4 ans qui nourrissent sa révolte, son athéisme et sa très grande méfiance de l'Église. Le regard qu'il porte sur le monde, sa conscience politique surtout, se forge cependant à 2 pas de chez lui, à l'usine du village, une importante fromagerie qui fait vivre la région. J'étais un petit corps tout entier réceptif, c'est-à-dire je me souviens du petit garçon que j'étais et qui faisait tourner ça, on appelait ça la bachole, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on mettait le lait, et qui voyait tout ça comme Virgile probablement dans les enfers de Dante, c'est-à-dire on circule, on regarde, on n'y croit pas, on voit ça. Ça pue, c'est sale, c'est violent, c'est brutal. Il y a des odeurs, des parfums, il y a des comportements, il y a des bruits. Tout ça donne l'impression de quelque chose d'assez monstrueux. Et puis on s'en retourne. Et quand je repartais, les bruits se faisaient un peu plus discrets. Tout ça était dans le lointain. Et je retrouvais le monde, le reste du monde. Donc c'est une espèce d'enclave un peu infernale dans le village. Au centre de cet univers, un personnage quasi féodal, Monsieur Paul, le puissant propriétaire à qui les parents de Onfray doivent leur emploi. Il possédait tout, écrit Onfray dans La politique du rebelle, du ventre des femmes qu'il élisait aux maisons qu'il collectionnait dans le village. Le rebelle se fabrique d'ailleurs lors de son passage à l'usine pendant les vacances scolaires. Alors d'abord, c'était des vacances en enfer pour moi, puisque l'usine, c'était pas un destin. Il était question pour moi de continuer mes études, il n'était pas question pour moi de travailler ici. Et on avait repéré ma forte tête, comme on disait. Est-ce qu'elle était forte ? Non, j'acceptais pas les humiliations, quoi. Je veux bien travailler, mais je voulais pas qu'on me traite comme une bête, comme on traitait d'autres comme des bêtes. Donc il y a des choses que je n'acceptais pas. Et on avait fait savoir, le contremaître avait fait savoir à Monsieur Paul que j'étais une forte tête. Et vous surveillez ? Oui, alors il m'a convoqué à son bureau. Il me dit, j'aime bien les caractères comme ça, alors voilà ce que je te propose. Et alors il s'est mis à me dire, voilà, des caractères comme toi, j'en ai besoin, j'aime bien ça. Donc je te propose de devenir technicien ici, quoi. Technicien, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire une cravate, un costard, ça voulait dire qu'il me paierait mon permis de conduire, que j'aurais une voiture de fonction. Il me raconte tout ça. Acheter la docilité. Voilà, j'ai 15 ans, il me propose tout ça. Et j'ai un bonheur absolu à lui dire non, non. Et au moment de la pause, je redescends habillé en fromager, là, avec mes bottes, avec mon tablier, etc. Donc je vais enlever le tablier. Enfin, et je dis à mes parents, Monsieur Paul m'a proposé ça. Et je vois mes parents disant, quel bonheur, quoi. Et j'ai ajouté, mais j'ai refusé. Mes parents n'ont pas compris du tout que je puisse refuser une chose pareille. Et il n'était pas question pour moi du tout de continuer à fonctionner dans ce milieu où on aurait prélevé la forte tête avec laquelle on aurait pu faire un contremaître ou une espèce de petit chef dans l'usine. Donc j'ai refusé ça. Et puis l'année suivante, je me suis fait humilier une fois encore par un type qui s'appelait Joseph. C'était un pauvre type, poilu comme un singe. Et alors il me faisait des signes comme ça, du genre c'est l'heure d'aller prendre votre pause casse-croûte, ce genre de choses. Et moi je voulais pas qu'on fasse des trucs comme ça. Donc genre, il pouvait dire que c'était l'heure de la pause casse-croûte. Et j'aimais pas qu'on me parle comme ça. Enfin bon, il y avait plein de choses qui m'énervaient. Puis à un moment il m'a énervé. J'étais à la chaîne. Il y a des choses arrivaient, je prenais de la présure avec une seringue, je mettais de la présure dans un truc, j'avais le bras ankylosé, paralysé, et puis ça me faisait mal, j'ai posé la seringue, et en posant la seringue, je l'ai cassée. Donc quand on casse la seringue et qu'il y a du verre, ça devient une catastrophe, quoi. Donc il a piqué une crise totale, et je suis devenu à partir de ce moment-là une espèce de tête de Turc. Et puis quelques temps plus tard, je ne sais plus ce qu'il m'a proposé, là j'ai dit non, j'ai dit j'arrête. Et alors, évidemment, les choses arrivent derrière comme ça, puis comme j'arrête, je fais plus rien ne part, et l'usine s'arrête. Et je me souviens du bruit des moteurs, de tout qui était comme ça, et j'ai piqué une crise. J'ai enlevé le truc, j'ai enlevé et puis je sais plus ce que je lui ai dit, mais enfin des choses probablement pas très agréables, pas insultantes, mais je lui ai dit que je serais pas esclave ou quelque chose. Et je me souviens du regard des gens qui étaient là et qui, eux, n'étaient pas pour passer des vacances en enfer, mais qui étaient là pour l'enfer au quotidien, puisque c'était leur métier, alors que moi, c'était pas mon métier, c'était du travail saisonnier.
Et j'ai vu dans leur regard quelque chose du genre, lui, il peut faire ça. Ça fait des années qu'on a envie de le faire, ça fait des années qu'on ne peut pas le faire, et lui le fait. Et j'avais l'impression de le faire un peu pour eux, en disant, écoutez, si je peux être un peu votre dignité ou la manifestation de votre dignité, ça me fait plaisir. Et je suis parti, j'ai quitté cette usine. Et là, je me suis fait la promesse, je m'en suis fait beaucoup de promesses. Je n'ai pas fait beaucoup de promesses, mais je m'en suis fait à moi beaucoup. Et cette promesse, je me l'étais faite en me disant, je n'oublierai jamais ces gens-là, ce monde-là, etc. C'est une friche industrielle, on le voit, il y a pas mal de gens qui sont morts, Monsieur Paul n'est plus de ce monde, etc., etc. Mais je n'ai pas oublié ceux qui continuent et qui sont là toujours. Donc de fait, mon option libertaire, mon ancrage politique à gauche, dans une vraie gauche radicale, c'est ici que ça se joue. C'est l'humus dans lequel pousse votre sentiment de gauche. Oui, absolument. Oui, parce que être de gauche, ça ne procède pas de la raison et du raisonnable. Être de droite non plus, je pense que... On procède d'une expérience. Oui, c'est comme croire en Dieu, ne pas y croire. On sait bien que les argumentations ne persuadent personne. Avec une argumentation, quelqu'un de droite ne va pas devenir quelqu'un de gauche. Avec une argumentation, quelqu'un qui croit en Dieu ne va pas devenir athée. Je suis en train de lutter contre mon propre camp, là, en disant pourquoi écrire des livres? Pourquoi tout de même? Alors, pour essayer. Il y a des gens qui me disent de temps en temps, ça a été important, j'ai mis des mots sur, etc. Mais c'est une espèce de viscéralité qui fait qu'on est de gauche parce qu'on est du côté des petits, des sans-grades, des miséreux, des oubliés, des négligés, des gens qui n'ont jamais la parole. C'est ça pour moi être de gauche. C'est très probablement en pensant aux gens qu'il croise dans son village et lors de ses vacances en enfer à l'usine que le projet philosophique de Michel Onfray se dessine tranquillement au cours des années suivantes. Le jeune homme devient professeur au lycée et surtout amorce un long et riche parcours d'écriture en envoyant par la poste, comme une bouteille à la mer, un premier manuscrit qui annonce le programme « Le ventre des philosophes ». Le ventre des philosophes, quand je l'ai envoyé à mon éditeur, qui est Jean-Paul Antoven, et qui ne me connaissait pas, et il m'a fait venir à Paris. J'ai donc pris mon petit plan de Paris pour savoir où c'était, Grasset, la rue des Saints-Pères. Je suis arrivé là, il a commencé à me poser des questions, Jean-Paul Antoven, parce qu'il doutait que je sois l'auteur de ce texte-là. Il pensait que j'étais une espèce de pseudonyme qui cachait quelqu'un d'autre. Et il a commencé par me demander combien de temps j'avais mis à écrire ce texte-là, et je lui ai répondu 4 jours. Et alors là, il s'est dit, effectivement, ce type-là nous ment, il cache vraiment quelqu'un. Et donc, on a reparlé de 2 ou 3 choses. Il me dit, c'est un peu court d'un point de vue de la longueur en signes. Et si vous pouviez ajouter un chapitre, ce serait bien. Est-ce que vous n'avez pas songé à un auteur supplémentaire? Il y avait Diogène, il y avait Rousseau. Je lui dis si, il y avait un Sartre possible, mais il fallait quand même que l'auteur ait parlé de cuisine dans son œuvre philosophique, qu'il y ait des renseignements sur ses pratiques culinaires dans une bonne biographie, dans une correspondance, et qu'on puisse faire fonctionner tout ça. Et il me dit, Sartre, par exemple, vous auriez pu faire un texte? Je dis oui, je pense que Sartre, il y avait même des trucs rigolos sur la vengeance du crustacé, ou ça pourrait s'appeler comme ça. Il me dit, bien, faites-le ce texte. Alors c'était l'examen, oui, pour vérifier. Je reprends mon train, je rentre chez moi, et le lendemain, je fais le texte. Et je lui envoie tout ça, et le surlendemain, il a 20 feuillets. Et bien souvent, un éditeur est appelé à couper des phrases trop longues, améliorer des paragraphes, réécrire un peu le manuscrit qu'on lui soumet. Michel Onfray fait partie, avec quelques auteurs, de ceux qu'on ne touche pas. Parce qu'il a effectivement une espèce de rapport de simplicité assez primordial avec la langue. Je ne sais pas d'où ça lui vient. C'est un mystère. C'est un mystère. Ça ne pouvait pas être dans sa famille. Je ne sais pas. C'est un miracle. Il écrit comme il parle aussi. Quand Michel parle, dans ses conférences, etc., on entend la ponctuation, on entend le point-virgule, on entend le point de suspension. C'est très intéressant. Cette idée que chacun de mes livres importants, enfin à mes yeux, est précédé par un moment autobiographique, ça c'est une idée de Jean-Paul Antoven. Parce que quand je lui ai raconté mon enfance ou toutes ces histoires-là, il m'a dit « mais c'est tellement extravagant », il me dit « écrivez ça, ça pourrait faire une préface. On verra d'où ça vient, tout ça, etc. » Je reprends mon petit train, je refais mon petit texte, et 3 jours après, il reçoit les 20 pages nouvelles. Et là, il me dit « écoutez, on est obligé de vous le dire, on n'y croyait pas. » Mais là, de fait, on est bien obligé de s'en rendre compte. Et il y avait Bernard-Henri Lévy, qui à l'époque était mon directeur littéraire, qui m'a dit « ne dites jamais que vous avez mis 4 jours à faire ce livre-là, on ne vous croira pas. » Et bon, ben ça maintenant ça va. Je veux dire, j'écris depuis 89, j'ai fait 30 livres, il suffit de diviser par le nombre de mois et on voit que je peux écrire des livres. Donc c'est jamais dans la douleur? Non, jamais. Alors, mais sinon je jouerais à la pétanque, j'arrêterais.
d'écrire, je jouerai à la pétanque, je serai pêcheur, pas pour penser par parole et par action, mais avec une canne à pêche, juste avec la rivière. Non, tous ces auteurs là qui mettent 20 ans à faire un livre, qui l'ont réécrit 52 fois et qui en même temps sont encore sur le marbre à retravailler juste avant sur la douleur et qui ont perdu 200 kilos. Il faut arrêter, c'est pas une obligation d'écrire des livres. Qu'est-ce que ça signifie, quoi, tout ça? Cette espèce de douleur, de pénibilité, moi j'ignore ça. Il y a une philosophie qui, moi, m'intéresse et qui est la philosophie existentielle. Donc, à quoi ça sert, cette philosophie existentielle? Elle sert à dire à chacun, votre vie n'est que ce que vous en ferez, et vous pouvez en faire ceci ou cela. Nous allons cartographier ensemble les possibilités. On fait une carte en disant, voilà, ici vous avez des montagnes, là vous avez un cours d'eau, ici vous avez un ravin, là vous avez un pont, ici vous avez des marécages. Là, ça donne l'impression qu'on peut passer, mais c'est pas possible, parce qu'il y a des sables mouvants. Et puis voilà une boussole. Maintenant, faites votre trajet, faites votre route. Lisez Montaigne, regardez comment on peut vivre en épicurien en plein XVIe siècle. Regardez Diogène de Sinope, regardez ce que c'est qu'un cynique à cette époque-là, et voyez comment ça peut marcher. Et puis construisez votre propre existence. On se fait ça à la carte? On se fait ça à la carte en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on peut, et de la position qu'on a dans la société. Alors maintenant, effectivement, si vous dites « je suis épicurien », je suis cynique, je suis cyrénaïque, je suis hédoniste, qui sont des mots qui correspondent à des écoles philosophiques. Vous prenez le dictionnaire, épicurien vous dit, sens 1, disciple d'Épicure. Sens 2, personnage qui aime bien manger, boire, fumer, lutiner les femmes, etc. Et vous dites, mais quel rapport entre l'un et l'autre? D'autant que l'un, c'est le contraire de l'autre. Cynique, sens 1 dans le dictionnaire, disciple de Diogène de Sinope et des philosophes cyniques. Deuxième sens, personnage sans foi ni loi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis matérialiste. Matérialiste en philosophie, quelqu'un qui nous dit que tout est réductible à des agencements de matière. Sens banal du terme, un matérialiste, c'est quelqu'un qui aime bien avoir, qui aime bien posséder, qui aime bien l'argent, les choses. Il aime sa maison, il aime sa voiture, il aime sa femme comme il aime sa maison et sa voiture, il aime son téléphone portable, on dit il est matérialiste. Quel rapport avec un disciple ou Démocrite qui nous dit que tout est matière? Aucun. Donc, il y aurait à peu près sur chacun de ces mots une émission à faire, et sur le glissement. Je vais en 2 mots. Par exemple, disciple... 3, si vous voulez. Oui. Alors, Épicure, choisissez Épicure ou les cyniques ou... Dans tous les cas, les cyniques, parce que je trouve que le malentendu est total là-dessus. Alors, un cynique, c'est quelqu'un qui, comme Diogène de Sinope, mais comme Antisthène avant lui, et puis Cratès après, et d'autres, nous dit il faut vraiment aller voir du côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être libre. Il faut se construire libre. Tout ce qui est possession nous aliène. Tout ce qui est soumission et domination nous aliène. Donc, ni Dieu ni maître, d'une certaine manière. Et il y a des anecdotes comme ça, c'est-à-dire on dit Diogène est dans son tonneau, c'est pas un tonneau puisque ce sont les Gaulois qui inventent le tonneau et que les Gaulois sont postérieurs, mais c'est une grande amphore et il vit dans cette espèce de grande amphore à huile ou à vin. Et il dit, vous voyez, pas besoin de passer sa vie à vouloir construire une maison, à s'endetter pour construire une maison. Ça sert à quoi une maison? À s'abriter de la pluie, du vent, etc. Une jarre, ça suffit bien. Une amphore peut bien faire l'affaire. Il y a Alexandre, qui est le plus grand des empereurs, qui dispose d'un empire total, qui a entendu parler de ce Diogène qui est dans la 16, qui ne possède rien parce qu'il se possède lui. Il dit, moi je veux le voir ce Diogène, conduisez-moi à Diogène, et Alexandre arrive. Imaginez l'équivalent, c'est George Bush qui arrive et qui a entendu parler d'un SDF sous les ponts de Paris, dont on lui dit, c'est un type magnifique, il faut rencontrer ce type-là. On imagine, Alexandre arrive et dit à Diogène, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sous-entendu, je peux tout. Donc tu peux me demander ce que tu veux, mettant un peu Diogène dans l'embarras, parce qu'il va répondre quoi, Diogène, à ça? Et je traduis librement du grec, parce qu'en grec, ça donne « ôte-toi de mon soleil ». On peut traduire en disant « tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Diogène dit à Alexandre « tire-toi, tu me fais de l'ombre ». Sous-entendu, tu veux me donner des choses, mais ce que tu veux me donner, tu peux pas me le donner, parce que c'est au-delà de tout ça. C'est pas à ta portée. Voilà. Donc moi, je ne reconnais pas les puissants. Je ne reconnais pas les princes, je ne reconnais pas les rois, je ne reconnais pas le pouvoir de l'argent, je ne reconnais pas les convenances.
Et jusqu'à se masturber sur la place publique. Voilà, et il se masturbe sur la place publique. Et pourquoi il fait ça? Il dit, mais attendez, tout le monde fait ça chez soi. Pourquoi on le ferait pas devant tout le monde? Pourquoi on le ferait pas devant tout le monde? Alors, chacun fait ça chez soi, et tout le monde trouve ça normal. Mais si on le fait dehors, d'un seul coup, ça devient répréhensible. Pourquoi? Expliquez-moi. Et Diogène dit, vous voyez, il y a une espèce de pudeur qui nous travaille faussement. Il n'y a pas de raison. Il y a un philosophe cynique un jour, un stoïcien, qui vient le voir un jour en disant... j'ai perdu mon honneur parce que le philosophe en question s'est mis à péter en public. Il a lâché un vent qui n'était pas prévu. Et dit, mais honte à moi. Comment est-ce que je peux sortir? C'est plus possible. Et Diogène lui fait un concert de paix en lui en faisant toute une série en lui disant, et alors, tu vois, c'est simple. Et alors d'un seul coup, le stoïcien devient cynique en disant, ben oui, effectivement, pourquoi s'encombrer avec des choses qui... Voilà, je pète donc je suis. Oui, en fait, oui. Et donc, j'avais là une série d'anecdotes qui montrent que le cynique, c'est un personnage qui ne reconnaît pas ce qui fait, la plupart du temps, les valeurs de tout un chacun. La puissance, les puissants, l'argent, la réputation, les honneurs, etc. Et qui nous dit, mais soyez libres. Soyez libres, c'est ça qui est essentiel. Alors, ça, c'est le sens premier, disciple Diogène. Mais même chose pour l'hédonisme, on pourrait dire. Oui, alors sens second, pour finir sur ce sujet-là, on se dit, mais évidemment, ce type qui est grossier avec l'empereur, ce type qui se masturbe sur la place publique, ce type qui arrête pas de péter, etc. De fait, ce type-là, c'est un grossier personnage. Sens second, un cynique, c'est quelqu'un qui, effectivement, est capable de lâcher des vents, mais pas pour des raisons philosophiques, ou de se comporter comme... Donc, il y a une distorsion qui fait que si vous utilisez le mot cynique, eh bien, on aura du mal à vous entendre. Simplement, on s'aperçoit que l'un est le remède de l'autre. Même malentendu sur le mot hédonisme, vous vous revendiquez beaucoup, si tant est qu'on puisse réduire à un seul mot votre philosophie, de cet hédonisme, oui, pour lequel on est tout aussi confus. Bien sûr. Vous avez tellement raison que quand j'ai commencé à l'université populaire cette contre-histoire de la philosophie, c'était d'abord une histoire de l'hédonisme, pour montrer qu'il y avait des hédonismes. Et qu'il y a un hédonisme antique, très ascétique, qu'il y a un hédonisme féodal, très violent, très brutal, Sade par exemple, qu'il y a un hédonisme libertin, fidéiste du XVIIe, enfin on va pas entrer dans les détails, mais qu'il y a plusieurs façons d'être hédoniste. Qu'il y a un hédonisme libéral, chez Bentham et chez quelques autres, qui ressemble un petit peu à l'hédonisme trivial d'aujourd'hui, du genre l'argent, les richesses, le pouvoir, la propriété ou ce genre de choses. C'est la jouissance des biens de ce monde. C'est pas mon hédonisme. On se doute bien que je n'ai pas écrit 30 bouquins pour justifier les derniers téléphones portables haut de gamme, la voiture de luxe ou ce genre de choses. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cet hédonisme, de fait? Et si l'hédonisme, c'est la philosophie qui fait du plaisir le souverain bien, ce qui est la définition de ce terme-là, alors il faut s'entendre sur ce qu'est le souverain bien. Et moi, je reviens à cette conception de la philosophie antique. Le souverain bien, c'est la liberté. C'est de n'avoir de compte à rendre à personne, sauf à soi-même. C'est d'être un homme libre, qu'on n'achète pas, et qui peut très bien vivre avec de l'argent s'il en a, puis qui vit tout aussi bien sans argent s'il n'en a pas, parce que l'argent est accessoire. Et qui considère que les honneurs, c'est pas essentiel. Ça sert à rien de courir après les honneurs, ça sert à rien de courir après les richesses, ça sert à rien de courir après les distinctions, les prix littéraires, etc. Vous dites, les petits plaisirs sont des occasions de pratiquer l'anti-destin, dans une perspective hédoniste. Il faut aller au-devant du tragique, de l'assumer, de vivre malgré la mort, grâce à ces petits plaisirs qui sont le lot de l'hédoniste. En sachant très bien, et je le dis toujours, mais que l'hédonisme a au moins un impératif catégorique qui est formulé par Chamfort, qui est un grand moraliste du XVIIIe siècle. Jouir et faire jouir. Ah oui, il dit « jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà toute morale. » Est-ce que tout est dit? Tout. Parce qu'il dit « jouis et fais jouir ». Et qu'il ajoute sans faire de mal ni à toi, ni à personne. Voilà toute morale. Donc il y a un hédonisme que moi je condamne et qui se réjouit. Point d'exclamation. Impératif du genre, quoi qu'il arrive, tu fais ce que tu veux. C'est Sade. Sade qui dit jouis. Le reste, t'en as rien à faire. Aux dépens de l'autre, même. Aux dépens de l'autre. Ça, c'est pas mon hédonisme. Mais quand on dit jouis et fais jouir, c'est-à-dire donne du plaisir aux autres, donne du bonheur aux autres, donne de la joie aux autres, sans te faire du mal, parce que de fait, il n'est pas question non plus de détruire sa vie à l'offrir pour autrui, ou de passer sa vie à ne faire qu'un cadeau perpétuel à autrui, mais ni à personne. C'est-à-dire, il n'est pas question non plus, en se faisant plaisir, de faire du déplaisir ou de causer du déplaisir à autrui. C'est simplissime, dit comme ça. C'est compliqué dans la réalité, mais en même temps, c'est praticable parce que c'est un sourire, un regard, une inflexion de voix, une façon de tenir la porte,
une façon de ne pas démarrer le repas quand les autres ne sont pas encore servis. La politesse. La politesse, c'est pas le degré 0 de l'éthique, c'est le premier degré de l'éthique. Et c'est une façon de dire à l'autre, j'ai vu que tu étais là, j'ai vu que tu existes, c'est pardon, s'il vous plaît, merci. Toutes ces micro-choses, je dirais, qui sont l'occasion de mettre de l'éthique là où a priori il n'y en a pas. La nature, c'est de la sauvagerie. C'est l'éthologie qui nous dit ça. On a un territoire, on fait son petit pipi, son petit caca, on fait un marquage, on met ses glandes là, on marque son territoire en disant ici c'est chez moi. Et ici je suis le mâle dominant. Et si on est chez quelqu'un d'autre, on n'est pas forcément le mâle dominant, mais on montre qu'on est le mâle dominé. Et puis il y a les femelles qui passent, qui sont des femelles dominantes, parce qu'elles sont les femelles des dominants. Et puis, etc. On sait bien comment ça marche. Puis après, on a des espèces de postures qui montrent qu'on est dominant. Puis on a des postures qui montrent qu'on est dominé. Et ça passe chez les animaux par des sacs rouges qu'on gonfle, par des jets de substances, par ce genre de choses. Et c'est vrai chez les hommes. Chez les hommes, ça prend la forme d'une carte bleue, d'une belle voiture, d'un coupé décapotable, ça prend la forme d'un bouquet de fleurs, ça prend la forme d'un parfum, ça prend la forme d'un habit bien taillé. Ils sont bien taillés, vos habits. Et ça prend toutes ces formes-là. Et on est dans l'éthologie. On sait bien que ça continue et que ça marche comme ça, que toujours, au premier lieu, la nature, c'est de l'éthologie. Ce sont des animaux qui se flairent, qui se sentent, qui se regardent. L'hédoniste, c'est celui qui dit dépassons le stade de l'éthologie et allons du côté du stade éthique. Et le stade éthique, c'est de dire, on arrête, on n'est pas dans un territoire qu'il faut posséder, dominé, marqué. Il n'y a pas des femelles dominantes, des femelles dominées, des mâles dominants, des mâles dominés. Il n'y a pas ça. Il y a des flux, des énergies qui circulent, il y a des contrats, il y a toutes ces choses-là qui font que... C'est une utopie? Non, c'est très praticable. Ah non, c'est très praticable. C'est de ce bon mot de Chamfort, jouis et fait jouir, que vous proposez très concrètement dans votre pratique, dans votre éthique, ce modèle du célibataire. Célibataire libertin. C'est un rapport à la famille, à la procréation, à la sexualité. Et aussi, c'est la façon de faire le contrat avec l'autre, je dirais même les autres. Est-ce que ça procède de ça? Oui, c'est l'occasion de dire voilà comment peut-être Diogène ferait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément cynique, je le disais tout à l'heure, en se masturbant aujourd'hui sur la place publique, mais peut-être en réinventant des rapports sexués. Pas sexuels, on réinvente rien, mais des rapports sexuels. C'est très difficile, vous en êtes évidemment conscient. Parce que ça fait sauter l'idée de la cellule familiale, par exemple. Ça fait sauter la cellule familiale, ça fait sauter la vieille conception de la famille. Vieille conception de la monogamie qui suppose un homme, une femme, mariés, fidèles, monogames, habitant sous le même toit, faisant des enfants, et ce pour la vie. C'est un modèle qui ne marche pas. Tout le monde trompe tout le monde. Tout le monde couche avec tout le monde. Chacun trompe quiconque dès qu'il en a la possibilité et dès qu'on l'assure de l'impunité de son adultère. C'est vrai aussi pour le philosophe? Pourquoi j'échapperais à ça? C'est vrai pour tout le monde. Ça marche comme ça depuis le début de l'humanité. Et ça marchera comme ça jusqu'à la fin de l'humanité. Nous sommes des êtres de désir, avec des envies, des pulsions. Et soit on s'interdit de vivre ces désirs-là, soit on les vit, mais en cachette, en se dissimulant toutes ces choses-là. Donc je dis, la famille, redéfinissons-la autrement. Moi, je suis hétérosexuel, je ne suis pas homosexuel du tout. Simplement, je pense que les homosexuels montrent comment on peut refaire une famille. Comment un couple d'homosexuels peut repenser différemment la famille. Pas besoin d'un homme et d'une femme. Ça peut être 2 hommes, ça peut être 2 femmes. Mais pas besoin d'être 2, ça peut être 3. Ça peut être 2 femmes qui sont lesbiennes et qui en même temps ont un compagnon qui aura donné la semence, qui permettra un enfant et qui va générer une cellule nouvelle. On peut avoir, comme le dit Fourier, des passions pivotales et des passions papillonnantes. La pivotale, c'est un être autour duquel tout tourne, c'est le pivot de sa propre existence. Et puis les passions papillonnes, eh bien c'est la possibilité, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Papillonner. Voilà. Et puis de revenir quand même au pivot. On peut être papillon, on n'en aime pas moins son pivot. Toutes ces formules-là sont susceptibles... Mais ça implique des contrats très clairs, transparents, oui. Vous le dites, entre des personnes capables de vivre avec cette idée, mais aussi appliquée à soi. Oui. Parce qu'on aime bien l'imposer, mais en retour, on veut aussi contrôler. C'est l'eau de l'humanité. Et ça demande une espèce de... Il faut être clair sur soi, clair sur son désir. Puis il faut être grand avec les autres. Bien sûr, et en même temps, puisqu'on ne s'arrache pas totalement à la nature et aux lois de l'éthologie, je ne crois pas, moi, qu'on puisse ne pas être jaloux. Les gens qui disent « je suis pas jaloux, ça n'existe pas, j'ai pas le fantasme du Alors comment on fait la discrétion, vous dites? Voilà, c'est-à-dire que, on se met dans la position de ne jamais avoir à l'être, jaloux.
C'est-à-dire, pour le dire concrètement, n'allez pas chercher dans le portable de la femme que vous aimez les textos qu'elle a envoyés, ne regardez pas dans son sac ce que sont n'allez pas au-devant des ennuis ou des difficultés. Donc ne vous mettez pas dans la peau d'avoir à souffrir et vous n'aurez pas à souffrir. Quand Simone de Beauvoir et Sartre fabriquent un couple qui est construit sur la transparence, je pense qu'ils commettent une erreur. Parce que la transparence, c'est douloureux. On fait souffrir tout le monde. On voit bien que Simone de Beauvoir, elle souffre. Pas Sartre, parce que c'est lui qui mène c'est le lui bal. qui impose le contrat de transparence. Absolument. Et puis toutes les jeunes filles qui sont là, et que Simone de Beauvoir rabat dans le lit de Sartre, et qu'elle utilise parfois même pour voir comment ça marche, elles souffrent. Elles sont dans la douleur, elles sont dans la souffrance. On ne peut pas objectiver des gens et leur dire que ce sont des objets. Donc ça suppose de la discrétion, de la pudeur, du secret, du contrat, du langage, des propositions en disant « Attention, je ne te propose pas ceci si je te propose cela. Si je passe une soirée avec toi, c'est une soirée, c'est pas la vie. Si nous nous retrouvons sous la couette dans un quart d'heure, ça ne veut pas dire qu'on va faire des enfants et qu'on va vivre ensemble jusqu'à la fin de mon existence. » Dès la chose dite, dès le contrat passé, il me semble que on peut construire des histoires, puis après on dit oui, on dit non, on veut pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Michel Onfray, on le comprend vite en l'écoutant, est un extraordinaire pédagogue qui fait de la philosophie un outil pour mieux construire sa vie. Un chantier dont l'architecture se dessine dans les nombreux livres, mais aussi avec son projet d'université populaire. Après 20 ans d'enseignement dans un lycée technique, le philosophe quitte l'Éducation nationale en 2002 pour se consacrer à un projet pédagogique ouvert et démocratique. À l'abri de la forteresse de Caen, chef-lieu de la Basse-Normandie, Onfray plante une graine, offre une autre façon de voir l'enseignement, élève, pourrait-on dire, ses auditeurs. Alors, pour qu'on se comprenne bien, le concept d'université populaire par rapport à l'université traditionnelle, on comprend d'abord qu'on n'a pas besoin de faire d'examen pour entrer, qu'on n'a pas de notes, mais ça s'appelle toujours l'université quand même. Mais populaire. Mais populaire. Ça change tout. Parce que ça paraît un oxymore, comme on dit en littérature, c'est-à-dire une contradiction, université populaire. Parce que l'université, elle est plutôt élitiste. Déjà, il faut avoir un examen, le baccalauréat, tout le monde l'a pas, même si c'est facile de l'avoir. Ensuite, il faut payer un droit d'inscription. Ensuite, il faut être plutôt jeune, c'est-à-dire on a son bac et 3 mois plus tard, on s'inscrit. C'est difficile quand on a 50 ans, 60 ans de rentrer à l'université. Donc, il n'y a pas de contrôle de connaissances qui pourrait vous faire craindre d'aller au cours parce que vous pourriez être ridicule en rendant une mauvaise copie. On ne distribue pas de diplôme. Enfin, donc, c'est totalement libre. Donc il y a l'aspect un peu sympathique de l'université, contenu dur, je dirais, de l'université. On laisse de côté ce qu'il y a de moins sympathique dans l'université, c'est-à-dire l'aspect transmission sociale, élitisme, production de diplômes, reproduction de la logique sociale. On garde dans le café philo ce qu'il y a de plus intéressant, c'est-à-dire la liberté d'entrer, de sortir, d'aller, de venir. On ne demande pas échanger de aussi. Échanger, la liberté de parole, ça c'est sûr. Et puis on garde ça, puis on supprime ce qu'il y a de moins intéressant dans le café philo, c'est-à-dire l'aspect happening, bazar, voire bordel, où chacun improvise. Et c'est ce mixte de ce qu'il y a de meilleur dans l'université populaire, la première heure, et dans ce qu'il y a de plus intéressant dans le café philosophique, la deuxième heure, qui nous permet avec une séance d'université populaire de faire l'université populaire. Le projet d'université populaire fait vite salle comble. On vient de loin pour entendre Onfray. Bon, allez, c'est l'heure d'y aller. Quand même pas mal de route. Pascal Malou fait 1 heure de voiture tous les mardis pour assister aux cours. Elle n'a été absente que 4 fois en 5 ans. Michel Onfray a son savoir qui est là indiscutable parce que lui sait, moi justement je viens à ses cours parce que je ne sais pas. Mais en revanche, quand il y a des opinions par rapport à un sujet, quel qu'il soit, je ne suis pas forcément d'accord. Et si vous voulez un exemple, je ne suis pas d'accord avec lui concernant les enfants. Moi, je trouve que d'avoir des enfants, ça a été une énorme joie pour moi. Bon, pour Michel, avoir des enfants n'est pas ce qu'il y a d'essentiel dans la vie. Pour moi, ça l'a été, ça a été une de mes réussites. Le succès de Michel Onfray est tel que l'Université de Caen accepte de prêter un grand auditorium dans lequel les plus assidus arrivent 1 heure avant le cours pour être certains d'avoir une place. Le projet pédagogique est ambitieux, mais parfaitement inscrit dans la démarche que développe Onfray. Enseigner une contre-histoire de la philosophie.
Une contre-histoire pour faire renaître des penseurs qui ont été étouffés, effacés de nos mémoires et bibliothèques au profit des philosophes compatibles avec la doctrine portée par l'Église catholique. Il y a donc un hédonisme libéral qui est égoïste et puis un hédonisme socialiste qui, lui, suppose qu'on puisse réaliser l'individu par et pour la communauté. Ça ne s'exclut pas, c'est même plutôt la condition de possibilité. Et c'est intéressant de voir qu'on peut penser un socialisme ou un communisme, non pas contre les individus, non pas malgré les individus, mais avec, par et pour les individus. On a aussi, grâce à Michel, rencontré des gens qu'on avait juste rencontrés auparavant et avec qui on forme une, entre guillemets, une mini-communauté philosophique. C'est-à-dire que tous les mardis, une fois qu'on a fini le cours, on se fait les afters. C'est-à-dire qu'après le cours, nous allons dîner ensemble avec des amis qui viennent au cours également toutes les semaines. Et comme ça, on peut soit continuer la discussion par rapport au cours, soit prendre un autre sujet puis discuter d'autres choses. Et puis voilà. C'est au Café Mansell, là où vient au monde l'Université populaire, que débute le cycle de la contre-histoire. Alors pourquoi une contre-histoire de la philosophie? Et par rapport à quoi une contre-histoire? Par rapport à l'histoire, c'est-à-dire l'histoire officielle. Vaste programme alors. Oui, parce qu'il y a une histoire officielle qui nous est présentée comme l'histoire tout court, en nous disant il n'y en a qu'une, voilà. Alors qu'en fait il y en a plusieurs des histoires au sens large du terme, et des histoires de la philosophie, des histoires de l'art. Et je me suis aperçu qu'on nous disait voilà, Platon, Descartes et Kant, les officiels, les grands. Donc ils sont en livre de poche, ils sont en collection de luxe, ils sont en collection club, on les étudie, on les enseigne, ils sont dans les bibliothèques, ils sont dans les librairies, on fait des travaux universitaires sur eux, et là il n'y a pas de problème. Et on se dit mais pourquoi il n'y a pas la même chose sur Diogène, sur Aristippe de Cyrène, sur les gnostiques licencieux, sur les frères et sœurs du libre esprit, etc. Et on découvre qu'il y a une histoire officielle qui est l'histoire dominante et qui est l'histoire de l'idéalisme, qui est l'histoire idéaliste de l'histoire de la philosophie. Pour faire simple, on pourrait dire que c'est la victoire de Platon. C'est la victoire de Platon et du christianisme. Parce que le christianisme vient instrumentaliser tout ça. Absolument. C'est-à-dire que quand le christianisme devient philosophie officielle, philosophie d'État, avec la conversion de Constantin au début du IVe siècle, alors à partir de ce moment-là, on commence à brûler des bibliothèques, détruire des bibliothèques, à interdire un certain nombre d'enseignements. Les philosophes matérialistes, les sensualistes, les épicuriens, tout ça disparaît. Alors, comme citoyen du 21e siècle, est-ce qu'on pourrait dire que philosophiquement, culturellement, on est amputé de quelque chose, d'une part de notre histoire? Complètement. On dit la philosophie, alors qu'on devrait dire les philosophies. Et il y a 25 siècles de philosophie, dont des philosophies qui s'annulent, qui s'anéantissent mutuellement. Un idéaliste contre un matérialiste, un sensualiste contre un conceptuel, un nominaliste contre un réaliste. Et on ne le dit pas, on ne met pas en perspective ces pensées-là quand on les enseigne à l'université. Mais c'est une affaire de pouvoir qui expliquerait en partie cette amputation de la pensée? Il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a un pouvoir effectif, c'est-à-dire pendant 15 siècles, pendant effectivement un millénaire et demi, on a une pensée extrêmement violente et brutale qui est imposée par l'État. Moi, qui interdit les pensées alternatives. L'index, ça sert à ça. L'Inquisition, ça sert à ça. Un exemple, l'œuvre complète de Platon subsiste. Elle existe en Pléiade, une collection de philosophie, pas seulement de philosophie, mais prestigieuse en France, en livre de poche, etc. L'œuvre d'Épicure n'existe pas en tant que telle, elle existe parce qu'elle est citée par Diogène Laërce, qui lui fait une histoire de la philosophie antique, et à l'intérieur, il cite 3 lettres de Platon. C'est le seul accès donc qu'on a à la pensée d'Épicure. C'est tout ce qui nous reste d'Épicure. Les 3 lettres citées par Il a été détruit sciemment? Il a été détruit sciemment, parce que matérialiste, et puis parce que le matérialisme est incompatible avec la religion chrétienne. Mais on pourrait vous dire qu'avant l'instrumentalisation, parce que c'est un peu votre hypothèse de la religion chrétienne, de l'Église, il y a plusieurs penseurs qui sont effectivement aussi détruits dans l'Antiquité. Je pense à Démocrite, dont Platon, si je me souviens bien, demande à ce qu'on détruise les livres. Oui. Ce qui est quand même fantastique, un philosophe qui réclame l'autodafé pour un collègue. Alors déjà, ça te dérangeait avant l'Église. Oui, mais c'est une affaire individuelle et personnelle. C'est-à-dire c'est Platon qui déteste Démocrite, parce que Démocrite passe plus souvent plus à la télévision, s'il faut le dire comme ça. C'est-à-dire parce qu'il y a un grand succès de Démocrite, tout le monde le lit.
c'est un best-seller de l'Antiquité, et que Platon est dans une logique de jalousie, d'envie. Il est envieux, mais il n'a que ses propres moyens. C'est-à-dire, Platon n'a pas les moyens de détruire l'œuvre complète de Démocrite. En revanche, un philosophe chrétien, à partir de Constantin, a les moyens de faire détruire des bibliothèques ou des œuvres complètes. Et de fait, Platon devient un allié objectif dans la logique chrétienne parce que c'est un idéaliste, parce que c'est quelqu'un qui nous dit que l'âme est immatérielle, parce que c'est quelqu'un qui nous dit qu'il existe des enfers et un paradis, parce que c'est quelqu'un qui nous parle d'une éternité de l'âme qui peut être damnée ou sauvée. On a formaté un corps, donc une âme. Mais surtout une âme au détriment du corps. Voilà, c'est-à-dire on a formaté une conscience, on a fabriqué ce que Foucault appelle une épistémée, c'est-à-dire une espèce de vision du monde consubstantielle à une époque, c'est-à-dire une façon de voir qui imbibe tout le monde, qui imprègne tout le monde, qui infuse tout le monde, y compris les non-chrétiens, dont je suis, y compris les athées, qui ont été formatés par le christianisme avec cette idée qu'il y aurait le corps, il y aurait l'âme, que le corps est détestable, que l'âme est fantastique, merveilleuse, extraordinaire. L'idée que les femmes ne sont susceptibles d'être sauvées que quand elles sont épouses ou mères, mais que la féminité d'une femme est inquiétante, que les femmes sont hystériques par nature, parce que ça renvoie étymologiquement à l'utérus, enfin toute la misogynie, toute la haine du corps. Toute la haine de la raison. Ne cherchez pas à savoir, ne cherchez pas à comprendre, n'allez pas chercher ce que signifient les choses, c'est ce que signifie la Genèse. Hein. N'allez pas goûter du fruit de l'arbre de la connaissance, nous dit le christianisme. C'est-à-dire, n'allez pas chercher à savoir, obéissez, vous serez heureux. Ne soyez pas libre. Ne soyez pas libre et en même temps obéissez. Donc il y a vraiment une espèce d'omerta sur des philosophes, sur des pensées et sur des courants entiers, sur des courants de pensée entiers. Quand on s'est vu la dernière fois, c'était le 100e cours à l'Université libre et il a très très bien commencé avec les applaudissements des élèves. Ça s'est moins bien terminé. On a constaté après vous avoir quitté en lisant votre blog que les pneus de votre auto avaient été crevés et c'est pas la première fois qu'on s'en prend à vous de cette façon, qu'il y a de l'intimidation et même des menaces. Oui, il y a eu des menaces de mort par Internet, il y a eu des coups de fil anonymes, j'en ai encore reçu un hier soir, dans la nuit, il y a des menaces tous azimuts qui circulent sur Internet, il y a ces pneus crevés, ça fait partie du jeu, ça me paraît... Du jeu. Ah oui, c'est-à-dire quand on est un philosophe critique, ce qui pour moi est un pléonasme, mais quand on dit des choses qui sont sévères et parfois difficiles à entendre, sur le terrain politique, sur le terrain religieux ou sur le terrain du monde comme il va, de fait, on a des gens qui n'ont pas forcément envie de penser, de réfléchir et qui préfèrent la violence, l'intimidation, les menaces. Quand on dit que toutes les religions sont une pathologie mentale, c'est ce que vous avez dit, hein? Ça vous fait rire. Oui. Ce sont donc vos mots. Oui. Il ne peut quand même qu'avoir un petit brin de provocation. Là. Qu'est-ce qu'il y avait comme phrase avant et après? Parce que de fait, oui, je le dis, mais j'explique... Je crois me souvenir que je dis que je n'utilise pas ce terme-là moralement, sur le terrain de la morale. Vous confirmez, je pense. Oui, oui. Mais comme un médecin diagnostique... On est tous malades de la religion. Pathologie. Pas tous, certains plus que d'autres. Mais quand vous dites, voilà, vous arrivez avec un petit bobo, vous allez chez le médecin, il dit, ben là, c'est une pathologie. Il dit pas c'est bien, c'est pas bien. Bien sûr, il vaut mieux ne pas avoir de pathologie. Mais je dis que c'est une pathologie mentale, parce que de fait... L'idée de croire plus vrai un arrière-monde, pour le dire dans la formule de Nietzsche, que ce monde-ci, me sidère. Les gens qui croient que Dieu existe, que les anges existent, qu'il y a une vie après la mort, que nous nous retrouverons, que les gens qui sont morts sont toujours vivants. J'entends Benoît XVI, au moment où Jean-Paul II est mort, nous dire « Il est là-haut, dans la maison du Seigneur, accoudé au balcon d'où il nous regarde ». Pathologie mentale, ça, quand même. Mais on a un cadavre pas bien loin. C'est un malade, donc, ce Benoît XVI. Oui, mais je le plains. Moi, quand il y a un malade, je lui tape pas dessus, je l'envoie chez le médecin, ou je lui propose une médication, une pharmacopée. Un type qui est mort, là, dans les 24 heures, et on dit, il est là-haut, dans la maison du Seigneur, accoudé au balcon, d'où il nous regarde. Faut être sérieux, quand même. Faut être sérieux, il est pape, hein. C'est pas un... Oui, mais on devient pape en disant ce genre de choses. Oui, en le pensant, surtout. Alors je me dis, bon, de fait, d'accord, très bien, mais on peut... Vous pensez qu'il le pense? Moi, alors bon, certains pensent qu'il ne le croit pas, une seconde, mais que pour la fonction, il est bien obligé.
comme un président de la République de gauche parle un peu à gauche pour laisser croire qu'il est de gauche, quoi, ou, voilà, pour séduire les électeurs. Mais il y a des gens qui pensent qu'il y a des soucoupes volantes, qu'il y a des martiens, et je pense de fait que ça relève de la pathologie mentale. Alors je le dis vraiment en invitant à une réflexion, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas, cher Benoît XVI, pourrions-nous parler tous les deux? Ça me semble improbable. Oui, je crois. Mais je suis lecteur de Benoît XVI, qui par ailleurs dit des choses extrêmement intelligentes quand il est philosophe et qu'il joue pas le pape, et qu'il a des dialogues avec Habermas, et qu'il réfléchit sur le statut de la raison, et qu'il pense que la raison et la foi ne sont pas opposées. Alors là, je dis d'accord, banco, allons-y, vive Benoît XVI. Quand Benoît XVI dit ça... La raison et la foi sont réconciliables? Moi, je ne crois pas. Mais quand quelqu'un qui croit en Dieu nous dit « je ne récuse pas la raison, je pense même qu'avec la raison nous pourrons nous entendre », je dis alors c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et gloire au pape qui nous dit que la raison n'est pas un instrument satanique, n'est pas un instrument de malheur, qu'avec la raison, on peut parvenir aux conclusions de la foi. Je ne crois pas qu'il ait raison, mais je pense que déjà s'entendre sur la possibilité d'un usage rationnel pour parvenir à échanger, même pas à changer la position de l'autre, mais à échanger, ça m'intéresse. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Vous avez vos pathologies mentales ou vous Probablement, probablement. Probablement. Bah oui, c'est à vous de me les donner. Ou c'est à vous de m'aider à les trouver? Non, chacun son boulot. Moi, je suis le malade. À vous de faire le diagnostic. Mais probablement, le travail du philosophe doit certainement, et le projet philosophe incarné dans la biographie, doit vous avoir donné des intuitions de ce que sont ces pathologies. Oui, je les connais, enfin j'en connais quelques-unes, ça me paraît évident. Je suis un homme de gauche, par exemple. Une pathologie, ça. Une pathologie, si vraiment on est un peu conscient de ce que sont les hommes, il faudrait être un peu tragique, un peu pessimiste, mais sûrement pas de gauche, en disant ça changera pas, l'humanité ne changera pas. Mais je suis un romantique désespéré. Je sais que l'humanité ne changera pas, mais je me dis, ce monde libéral qui me déplaît, au moins, je n'en accélérerai pas le mouvement mortifère. Si le cœur de Michel Onfray bat pour la gauche, on pourrait, en enfilant les lunettes du bon docteur Freud, ajouter que cette pathologie consentie n'a rien de virtuel. Victime d'un infarctus alors qu'il n'a pas 30 ans, puis d'un accident vasculaire cérébral qui le terrasse à l'aube de la quarantaine, Onfray se retrouve entre la vie et la mort dans un hélicoptère qu'il mène à l'hôpital. Une occasion de tester son engagement philosophique. Vous aviez parlé beaucoup de la mort avant d'être dans cet hélicoptère qui vous amène peut-être à l'hôpital pour y constater que vous êtes mort. Vous vous dites « sois à la hauteur », puisque j'en ai tellement parlé, « sois à la hauteur ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'il n'est pas question, quand on a aspiré pour soi-même à une fin digne, se disant j'espère, que je ne serai pas paniqué, effrayé, sanglotant, disant je ne veux pas mourir, on espère ça. C'est la construction de soi à laquelle j'aspire. Elle suppose que devant la douleur, devant la souffrance, on soit digne, qu'on soit droit, qu'on soit calme, qu'on soit serein. Il y a une espèce de dandisme chez moi qui est un surstoïcisme aussi, qui consiste à dire on vit un certain nombre de choses, certes, mais pas de panique. Pas de panique, parce que de toute façon, ça changera rien. Il y a ce sur quoi on a du pouvoir et ce sur quoi on n'a pas de pouvoir. Ce sur quoi on n'a pas de pouvoir, ça sert à rien de se rebeller. Donc, si tu dois mourir, tu dois mourir. Et il faut mourir correctement. Donc, avoir l'élégance de mourir sans gêne, sans pleurer, etc. Et je ne sais pas si je mourrais proprement à mes yeux, c'est-à-dire correctement, dignement, disons-le comme ça. Ça participe de cet objet à façonner qu'est une vie, oui. Bien mourir? Oui, bien sûr. Bien sûr. Maintenant, on peut mourir paniqué, effrayé, en disant j'ai fait un succès de librairie qui s'appelait le Traité de théologie, mais je voudrais bien un prêtre à mon chevet. Et puis finalement, je crois que Dieu existe. On peut aussi, tout ça peut arriver. Tout est possible. Il y a les soins palliatifs qui sont là pour vous vendre du Seigneur, du christianisme, du Dieu, là où vous êtes le plus. Alors vous étiez vigilant à vous-même dans ces circonstances? Plus que jamais. On se dit bon, c'est un moment important de ma vie, la mort. Donc, tâchons de vivre ça bien, vivons ça en philosophe, quoi. Tâchons d'avoir une mort philosophique.